l'économie marocaine à l'économie mondiale. Donc on va l'écouter et puis nous jouons, moi et Ismaël Bouzouza, le rôle en discutant de modérateurs pour les deux interventions. Donc voilà, vous avez la parole, Simon Bouchevon, nous remercie. Bonjour, salam alaikum. Monsieur le doyen, je m'excuse, la présentation va être en français, et la mission burkinabé, Messieurs les membres du corps professoral, les étudiantes et les étudiants, bonjour. Je vous souhaite, je remercie tout d'abord de m'avoir associé à cet événement scientifique et auquel je souhaite un grand succès. Pour ma présentation, j'essaierai d'être très succinct parce que on ne peut pas résumer la réglementation d'échange et sa libéralisation en quelques minutes. En introduction, je vais mettre certaines précisions pour qu'on sache de quoi on parle. Et puis, le cadre juridique et le soubassement du contrôle d'échange, à savoir la réglementation d'échange, et aussi voir le volet ouverture du compte, plutôt les opérations courantes, la convertibilité pour les opérations courantes et l'ouverture du compte capital. Et je vais faire le focus sur deux secteurs très importants, à savoir le secteur exportateur et les investissements internationaux, c'est-à-dire investissement étranger au Maroc et investissement marocain à l'étranger. Et je vais donner quelques données statistiques sur l'impact de cette libéralisation sur les échanges extérieurs. Attention, gare aux amalgames. C'est-à-dire que quand on parle de contrôle d'échange, ce n'est pas le régime d'échange. Le régime de change, c'est la parité de la devise. C'est beaucoup plus le taux de change. Et ce n'est pas le cas. On est dans le contrôle d'échange. Le contrôle d'échange fait partie de la politique de change qui englobe tout cet arsenal, à savoir le taux de change, les mouvements de capitaux, parce que déjà les mouvements de capitaux, ça fait partie de la réglementation d'échange. Il n'y a pas que ça. Il faut la distinguer aussi de la politique commerciale extérieure et du contrôle douanier qui sont imbriqués. J'ai fait la distinction entre politique commerciale parce que c'est purement commercial. Le côté douanier, c'est aussi commercial, de change et parfois de préservation de la morale et de la sécurité, parce que la douane, c'est celle qui empêche l'entrée de produits prohibés. Contrôle d'échange, c'est un instrument économique qui subordonne à une réglementation des opérations de paiement avec l'étranger. C'est une limitation, soit totale, soit partielle, de la vente et achat de monnaies étrangères. Généralement, le contrôle d'échange est confié au ministère des Finances ou à la Banque centrale. Mais au Maroc, c'est un cas particulier, c'est confié à l'Office d'échange. Pourquoi un contrôle d'échange? Généralement, ça dépend des conjonctures, ça dépend des situations et ça dépend des objectifs à atteindre. On a par exemple, on peut stabiliser la monnaie nationale, c'est le cas de la Malaisie et du Thaïlande aux années 90. Pour le Brésil, c'était un problème de balance des paiements en 2010. Pour l'Islande en 2008, etc., etc. Généralement, lorsque les équilibres extérieurs sont au beau fixe, tout le monde se demande pourquoi on garde une réglementation d'échange et pourquoi, par un coucher, on garde l'office d'échange. Mais une fois qu'une crise se pointe, on se dit heureusement qu'on a un office d'échange et qu'on a un contrôle d'échange et les projecteurs sont braqués sur le nombre de mois d'importation qu'on peut payer. Mais comment peut-on concilier entre contrôle d'échange et libéralisation? Oui, on peut libéraliser, mais libéralisation ne signifie jamais abandon du contrôle. On garde toujours un contrôle. Comment on procède à la libéralisation de la réglementation d'échange?
on a trois principes, à savoir la prudence, la progressivité et surtout l'irréversibilité. La prudence, toute mesure de change qui est prise, n'est pas prise fortuitement. On étudie l'impact que peut avoir cette mesure, quel avantage va apporter au secteur, au domaine des affaires, et puis on n'agit pas d'un seul coup, on agit progressivement. Vous pouvez le constater au niveau de la dotation touristique qui était à un moment à 1000 dirhams, maintenant c'est 100 000, mais on est allé par étapes. Mais ce qui est plus important, c'est l'irréversibilité. On est prudent, on va progressivement pour ne pas revenir en arrière. Parce qu'une fois une décision prise de libéralisation, un retour en arrière est mal vu. C'est pour cela qu'on est prudent et on y va mollo. L'autre cadre, le cadre juridique de la réglementation d'échange. La définition de la réglementation d'échange est donnée par le texte de 49 sur les infractions à la réglementation d'échange, qui stipule que par réglementation d'échange, il faut entendre les textes de loi et les textes pris pour leur application. La réglementation, on a le principe, toute exportation de capitaux est prohibée sauf autorisation du ministre des Finances. Cette prérogative peut être déléguée à un organisme ou à une entité, c'est le cas de l'office d'échange. Les autorisations peuvent avoir un aspect général ou un aspect particulier. C'est pour cela qu'au niveau de l'instruction générale des opérations de change, on a toutes les opérations qu'on peut traiter directement auprès du système bancaire sans revenir à l'office d'échange pour une autorisation. Dans le temps, on avait une multitude d'instructions, une multitude de circulaires et de notes, mais on a fait un effort en 2011, on a regroupé toute la réglementation d'échange dans une instruction unique opposable au tiers, mais qui définit toutes les opérations déléguées aux banques. On a encore des circulaires, mais des circulaires qui intègrent à la fin de l'année l'instruction générale des opérations de change. Pour cette année, on a publié deux circulaires, une circulaire sur les études de voyage pour études à l'étranger, une circulaire qui étend les instruments de couverture aux non-résidents pour certaines opérations bien précises. Le principe, c'est la prohibition sauf autorisation. Les autorisations peuvent être d'ordre général, comme je l'ai dit, mais aussi vous pouvez, si vous n'êtes pas dans l'instruction générale, vous demandez une autorisation particulière à l'office d'échange qui l'examine et vous donne cette autorisation. Mais il y a un autre principe, c'est que pour réaliser les opérations autorisées, il faut passer par le système bancaire. Automatiquement, une compensation est interdite. Je suis exportateur, importateur, non, je ne dois pas faire de compensation, sauf pour des cas précis qu'on a au niveau de la réglementation, surtout pour le secteur de transport. Le troisième principe, c'est que les exportateurs ou tout créancier sur l'étranger doit être rapatrié au Maroc, avec des délais bien précis. Là, j'ai essayé de mettre des dates clés d'évolution de la réglementation d'échange. Il a été institué par un décret de 1939. 1939, c'est le 10 septembre 39, qui dit 10 septembre, c'est le lendemain du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été appliqué le 9-9 en France et ça a été dupliqué au Maroc et à la zone franc le 19-39. Et puis après, on a eu des évolutions avec l'indépendance en 1959. Par l'indépendance, c'est 56, mais en 59, on a élargi le contrôle d'échange à la zone franc. Il y avait des périodes de troubles pour lesquelles il y avait des restrictions. Mais à partir de la fin des années 80, on a commencé à libéraliser. On a l'institution du marché de change en 96, alors qu'auparavant c'était le monopole de la Banque centrale. Et puis après, on a l'ouverture du compte capital en 2007, puis des extensions. Et on a aussi une opération, je dirais pas d'amnistie, mais qui s'apparente beaucoup plus à une amnistie en 2014, en 2020 et 2024.
Quand on parle de convertibilité, on a une convertibilité pour les opérations courantes, mais qu'on va le voir, on a même dépassé ce stade-là. La convertibilité selon l'article 8 du Fonds monétaire international, c'est-à-dire pas de restriction sur les règlements concernant les opérations courantes. Par opération courante, il faut entendre commerce extérieur et tous les services connexes, à savoir le transport, l'assurance, ainsi de suite. Un processus continue depuis longtemps. Qu'est-ce que veut dire la convertibilité pour les opérations courantes? C'est l'absence de restrictions sur les opérations de commerce, la libéralisation des opérations de transport, d'assurance, facilitation au titre des voyages professionnels et au titre des voyages personnels, libéralisation du transport des revenus de capital et des opérations courantes diverses. Opérations courantes diverses, inscription à l'étranger, des cours par correspondance, achat de livres, ainsi de suite. Mais il y a le volet le plus important, qui touche beaucoup plus le système des règlements, à savoir un marché interbancaire de change, des opérateurs de change manuel, c'est l'office d'échange qui donne l'autorisation aux changeurs manuels, et il est érigé en autorité de contrôle et de supervision en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour ces opérateurs de change manuel. Il y a les instruments de couverture, les comptes de devise et en dirhams convertibles, soit au nom des résidents ou de non-résidents. Il y a la carte de paiement internationale, il y a le commerce électronique, des garanties bancaires, ainsi de suite. Mais là, c'est des opérations courantes. Mais tel que se présente aujourd'hui, on a une ouverture du compte capital, à savoir des investissements étrangers au Maroc, des investissements à l'étranger, les financements extérieurs, les crédits accordés aux étrangers, les placements à l'étranger, les crédits à l'exportation, etc. Si je fais le focus sur l'exportation, il faut savoir que pour l'exportateur, on a eu tout d'abord la suppression de l'engagement de change. L'engagement de change, c'était un document signé par l'exportateur. Il s'engage vis-à-vis de l'office d'échange comme quoi il va rapatrier la recette d'exportation. Et puis après, ce document est devenu un document du commerce extérieur. On a supprimé même cet engagement. Il y a le relèvement des délais de rapatriement, c'est-à-dire que tout exportateur peut rapatrier dans 150 jours, sauf s'il donne un crédit à l'export, ça peut aller jusqu'à 8 ans. Les crédits à l'export accordés aux clients, c'est des crédits acheteurs ou des crédits fournisseurs. Pour les réductions de prix, quand je dis réduction de prix, c'est un terme d'office d'échange, c'est lorsque j'ai une facture et le client veut me payer avec une remise de 5%, mais c'est beaucoup plus quand il y a des problèmes de polissage, des problèmes de délai de livraison, ainsi de suite. Il y a la commission avec la représentation lorsque le Marocain charge un représentant à l'étranger pour lui démarcher des clients. Il y a le côté factoring, à savoir le recouvrement des créances. Il y a des comptes en devises ou en dirhams convertibles qui sont ouverts au nom des exportateurs, dans lesquels ils peuvent loger jusqu'à 70% du produit d'exportation. Quand je dis produit d'exportation, c'est-à-dire recette d'exportation. Il y a la mobilisation et les financements extérieurs. Il y a aussi les instruments de couverture. Quand je dis instruments de couverture, on a généralement trois grandes catégories, à savoir couverture de tout change, la couverture du taux d'intérêt et la couverture du prix des produits de base. Et dernièrement, cette année, on a libéralisé pour la couverture du remboursement des avances en compte courant d'associés et des prêts apparentés, ainsi que du revenu d'investissement et du produit de cession ou de liquidation d'investissement. Ça, c'est ouvert aux non-résidents, personnes physiques et personnes morales. Les investissements étrangers. Pour être investisseur étranger, il faut être soit une personne morale étrangère, soit une personne physique étrangère, résidente ou non résidente. Je peux voir un étranger qui réside au Maroc et qui fait un investissement étranger, mais pour qu'il soit un investissement étranger, ça doit être financé en devise. Quand il finance en devise, c'est un investisseur étranger.
C'est aussi le cas du Marocain résident à l'étranger. Le Marocain résident à l'étranger, quand il se présente en tant qu'investisseur étranger et qui finance son investissement en devise, il a les avantages d'un investisseur étranger. Ici, il faut souligner que le MRE a un double statut au niveau de l'office d'échange, au niveau de la réglementation d'échange. À savoir qu'il bénéficie des avantages des Marocains résidents, il a aussi la dotation touristique, il peut régler les frais de scolarité de ses enfants, etc. Mais aussi, il a l'avantage d'un étranger, comme le cas de l'investissement étranger. J'ai dit, il faut être non-résident ou étranger ou Marocain résident étranger, il faut financer son opération en devise. Côté réglementation d'échange, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que vous investissez, on n'a pas à vous dire non. Mais on ne préjuge pas de ce qui se passe au niveau du secteur. S'il va investir dans un secteur bien déterminé, il doit respecter la réglementation du secteur, à savoir assurance, banque, pharmaceutique, ainsi de suite. Mais voler côté change, il n'y a pas de limite. Comme le cas de l'acquisition de terrains agricoles, ce n'est pas l'office d'échange qui dit non, mais c'est la réglementation du ministère de l'Intérieur qui dit non. Quels sont les avantages pour l'investisseur étranger? J'ai dit, c'est la liberté d'investir, le transfert de revenus engendré par l'investissement étranger. Là, il y a une spécificité, à savoir que si les personnes physiques étrangères non résidentes, même s'il n'a pas financé en devise, le revenu est transférable. Pourquoi? Parce que le revenu, ça fait partie des opérations courantes. Mais pour le produit de cession, s'il n'est pas financé, ça doit être logé dans un compte interne. Il y a le libre transfert du produit de cession ou des liquidations. Bien entendu, il faut payer les impôts qui sont dus au Maroc. Quand je dis payer les impôts, c'est que l'office d'échange est la frontière financière du pays. C'est que tout ce qui ne peut pas, tout ce qui ne doit pas être transféré, on le limite. C'est-à-dire que vous devez de l'argent à l'étranger, mais vous pouvez déduire l'impôt si l'impôt est à la charge du client étranger. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut payer les impôts. L'office d'échange ou la réglementation d'échange vient en aide à d'autres secteurs, l'assurance, le marché de capitaux. Parfois, on demande l'autorisation de l'entité concernée, mais nous, pour ce qui est du transfert, il n'y a pas de problème. Quelles sont les formes d'investissement? Un investisseur étranger peut créer une société au Maroc, peut faire une prise de participation, création d'une succursale, acquisition d'instruments financiers, un apport en compte courant d'associés, en numéraire ou en créance commerciale. Comme je dis, l'apport en compte courant d'associés, parfois c'est rémunéré, parfois c'est pas rémunéré. Mais dans tous les cas, quand c'est rémunéré, ça doit donner lieu à un contrat ou qui donne les taux, ainsi de suite. L'octroi de prêts apparentés, comme je dis prêts apparentés, c'est les maisons mères qui prêtent à leur filiale au Maroc, acquisition de biens immeubles, réalisation de travaux de construction, dépôt à terme auprès d'une banque. Maintenant, je passe à l'investissement marocain à l'étranger. Avant 2007, tout investissement à l'étranger est soumis à autorisation. À partir du 1er août 2007, il y avait une libéralisation pour 30 millions de dirhams par année, par entité, de transfert au titre d'investissement à l'étranger. Quand j'ai dit à l'étranger, hors zone franche, hors une zone d'accélération industrielle et place financière offshore. Ce n'est pas conservé. En 2010, on a augmenté, c'est 50 000 pour en dehors de l'Afrique et 100 000, plutôt 100 millions en Afrique. En 2022, c'est 200 millions, quel que soit le continent. Et on n'a pas de plafond, liberté de transfert, obligation de domiciliation de dossier auprès d'une banque, et on a un petit coucou pour les entreprises, les jeunes entreprises innovatrices, avec un montant un peu plus élevé. Quelles sont les conditions? Il faut être personne morale. Quand on dit personne morale, c'est enregistré au registre de commerce, avoir au moins 3 ans d'activité, avoir une comptabilité certifiée sans réserve. L'investissement doit être en rapport avec l'activité au Maroc et doit consolider ou développer l'activité. C'est toujours en dehors de la zone d'accélération industrielle.
dans ces conditions, vous demandez l'autorisation particulière de l'Office des changes. Quelle forme d'investissement? C'est beaucoup plus une création de société, une prise de participation d'au moins 10%, ouverture de bureaux de liaison, de représentation de succursales. Pour les investissements peuvent consister en des dotations de capital, octroi de prêts, de dotations de fonds pour le fonctionnement des bureaux de représentation de succursales. Quelles sont les opérations qui ne sont pas couvertes par cet investissement à l'étranger? Les opérations des holdings, les créations de holdings à l'étranger, l'acquisition de biens immobiliers, la réalisation d'investissements directs ou indirects au Maroc. C'est-à-dire que je crée une société à l'étranger et je prends des participations au Maroc. Non, c'est soumis à autorisation. Là, je passe à un impact de la libéralisation sur les échanges extérieurs. Avant de parler en termes statistiques, je dois vous souligner que l'Office d'échange est le producteur national des statistiques des échanges extérieurs. Au vu de la loi 1906 du 17 avril 2007, demain c'est son anniversaire, l'Office d'échange est le producteur statistique. Il a le monopole de produire les statistiques. Produire les statistiques, c'est-à-dire collectionner, traiter et diffuser et publier. Auparavant, il y avait un problème. On a des chiffres par-ci, par-là. C'est la douane qui donne un chiffre sur le commerce extérieur, c'est la Banque mondiale, c'est la direction du Trésor, ainsi de suite. Mais avec la souscription du Maroc à la norme spéciale de diffusion de données, une norme du FMI, c'est comme une norme de qualité, on était obligé d'institutionnaliser le producteur statistique. On a 4 grands secteurs, à savoir le secteur réel, c'est le commissariat au plan, le secteur finances publiques, c'est les ministères des Finances, le secteur monétaire, c'est Banque Maghreb, et le secteur extérieur, c'est l'Office d'échange. Comme vous pouvez le constater, sur un quart de siècle, on a une augmentation des importations et des exportations, déjà avec des taux de croissance annuelle moyen qui dépassent les 7,5, tant pour les importations et l'exportation, avec un certain dynamisme au niveau des exportations. Si je prends les exportations par secteur, j'ai de nouveaux secteurs qui apparaissent, à savoir l'aéronautique, l'automobile. Entre 2014 et 2024, on a eu une augmentation de la part de ce secteur-là. Pourquoi j'ai traité ce secteur? Et on a parlé de réglementation d'échange et promotion des exportations. Il y a des avantages qui sont accordés à l'industrie aéronautique, comme on peut le voir au niveau de la souscription des titres, au niveau des règlements par anticipation, si toutes les sociétés ont droit à régler par anticipation une importation, c'est-à-dire c'est une dérogation au principe que la marchandise ne peut être réglée qu'une fois entrée dans le territoire national, mais on donne la possibilité de régler jusqu'à 200 000 pour les entreprises en général et 1 million pour les entreprises du secteur aéronautique. C'est aussi le cas des règlements d'acompte. Si les autres entreprises ont 30%, pour le secteur aéronautique c'est 50%. L'alimentation des comptes en dirham, j'ai dit tout à l'heure, c'est 70%, alors que pour le secteur aéronautique c'est 85%. Les réductions de prix peuvent aller jusqu'à 10%. Pour bénéficier de cet avantage, il faut être immatriculé auprès de l'Office d'échange. En dehors de l'immatriculation, il y a aussi un régime de catégorisation qui sélectionne certaines entreprises selon des critères pour avoir des facilités spécifiques. Si je prends l'évolution des ajouts des services, il y a toujours une augmentation des recettes au titre des services et surtout des recettes de voyage. Pour l'investissement, on est toujours sur un trend haussier. Et si je prends le côté par pays et par secteur, c'est beaucoup plus la France et les Émirats arabes unis comme par hasard. Et aussi pour les secteurs d'activité, c'est 4 ou 5 secteurs qui prennent les 2 tiers. Pour l'évolution il y a aussi une importance de l'Afrique au niveau de l'investissement étranger.
l'étranger. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes les questions